Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la 15e séance du Conseil des ministres au palais de la présidence. Et dans l'actualité internationale concernant la pandémie de la Covid-19, l'OMS s'oppose à l'immunité collective. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la 15e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour de cette séance, entre autres une question portant relative à un projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2019. Écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement pour plus de précisions. Ar-Rahman Ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 15e séance du Conseil des ministres en ce mardi 13 octobre 2020. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question est relative à un projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2019. Au cours de l'année 2019 est observée une reprise progressive de la croissance économique qui atteint 7,7% selon les calculs de la direction de l'économie. Cette forte croissance s'explique par l'intégration de la valeur ajoutée de la zone franche dans le PIB, plus précisément dans le secteur du transport et le commerce. La croissance économique djiboutienne est fixée par les exportations de services, de transport, de logistique, appuyées par les infrastructures commerciales nouvellement mises en service. En matière d'exécution budgétaire, le budget 2019, arrêté à la date du 31 décembre 2019, a d'une part enregistré en recettes générales un montant égal à la somme de 143 340 millions de francs djibouti et d'autre part a enregistré pour la même période un niveau de dépenses générales égal à la somme de 144 400 millions de francs djibouti. Il faut observer également une augmentation des recettes fiscales au titre de l'année 2019 de l'ordre de 2 110 millions de francs djibouti par rapport à l'année 2018. Il s'agit d'un effort louable qui mérite d'être souligné et cette augmentation est due aux efforts conjugués des services d'assiette de recouvrement fiscal, donc de l'assiette fiscale et du recouvrement. L'exécution budgétaire de janvier à décembre 2019 enregistre une masse salariale, rémunération, salaire et prestations familiales qui s'élèvent à 35 412 millions de francs djibouti, soit un taux d'exécution de 99,7% par rapport à la prévision initialement arrêtée à 35 508 millions de francs djibouti. Le niveau de réalisation affiche une baisse d'environ 74 millions de francs djibouti. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Cette parcelle de terrain de 8 hectares, 6 au PK 23, est destinée à l'implantation de la future maison d'arrêt. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant attribution également d'une parcelle de terrain située à Nagad. Cette parcelle de 15 000 m² est destinée à l'implantation de l'Institut privé de l'enseignement supérieur. Et par la suite, poursuivant la séance, d'autres questions étaient également à l'ordre du jour de cette séance, des questions portant relatives, entre autres, à des projets de loi relatifs à la sûreté radiologique, nucléaire, chimique et biologique, à la sécurité nucléaire et à l'application des garanties. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant attribution à titre onéreux d'une parcelle de terrain au profit de la société Alvima, SARL. Cette parcelle de 1,8 hectares, située dans la zone de Nagad, est destinée à la réalisation de l'ensemble des voiries et des réseaux divers et du remblai. Et cette parcelle est destinée donc à l'implantation d'un projet immobilier. Toutes les voiries et les réseaux divers doivent être pris en charge par le promoteur. À défaut de réalisation de ces travaux dans un délai de 2 ans, la société Alvima risque donc d'être déchue de tout droit sur la parcelle de terrain. La cinquième question concerne un projet de loi relatif à la sûreté radiologique et nucléaire,
et à la sécurité nucléaire ainsi qu'à l'application des garanties. Notre pays a besoin d'une législation adaptée pour utiliser les sources de rayonnement, les sondes à neutrons, dans les installations de radiothérapie et de radioscopie. Ce projet de loi prévoit un dispositif réglementaire comportant la désignation d'une autorité compétente, la mise en œuvre d'un système d'autorisation, des dispositions d'évaluation et d'inspection, en conformité avec nos engagements internationaux. Ce projet de loi définit donc la sûreté radiologique et nucléaire, ainsi que la sécurité nucléaire, tout en précisant l'application des garanties. Le transport, le transbordement ou le transit des matières radioactives sont soumis à une autorisation de l'autorité nationale. L'autorité nationale établit des prescriptions pour la gestion sûre et sécurisée des déchets radioactifs. Ce texte fixe les infractions et les sanctions imposées aux contrevenants aux dispositions de cette loi. La sixième question est relative à un projet de loi portant création de l'autorité nationale de sécurité et de sûreté nucléaire, radiologique, chimique et biologique. L'objet de ce texte de loi consiste à mettre en place une structure nationale indépendante et compétente en matière de sécurité et de sûreté nucléaire, radiologique, chimique et biologique, dénommée ANRCB ou Autorité nationale. Cette autorité administrative indépendante est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La mission de l'autorité nationale sont aider le gouvernement à élaborer la politique nationale dans le domaine en question, délivrer et modifier, suspendre ou annuler les autorisations pour les activités mettant en jeu les rayonnements ionisants, les produits chimiques et biologiques. Ensuite, coordonner avec les autorités compétentes la conduite des interventions en cas d'incident ou d'accident impliquant la matière radioactive et les produits chimiques et biologiques. Les organes de l'autorité nationale sont le comité technique et scientifique et la direction générale. Dans le reste de l'actualité, en marge des lancements des travaux des réseaux d'adduction d'eau entre Bissidro et Obok et la canalisation de Soublali, ainsi que les travaux du gazon synthétique pour le stade Omnisport, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a eu à cette occasion une rencontre de proximité avec les notables de la région d'Obok. Tous les leaders communautaires venus du chef-lieu et des localités de la région ont participé à cette rencontre qui s'est déroulée à la résidence du préfet. Les notables ont remercié le Premier ministre pour le lancement de ces multiples projets dans la région d'Obok destinés à améliorer l'accès à l'eau dans toute la région et également pour l'épanouissement de la jeunesse. Par ailleurs, ils ont fait part au Premier ministre des problèmes sociaux, de développement, de base et les plus accentués dans la région afin de trouver des solutions rapide pour améliorer les conditions de vie des populations. Et dans sa réponse, le Premier ministre a transmis les salutations du président de la République et de la Première Dame et a souligné par la suite qu'il avait pris bonne note de doléances soulevées par le notable. Il a aussi annoncé que les projets lancés à Obok permettront de sécuriser l'accès à l'eau dans la région. Ceci donc va créer de nouvelles opportunités de développement dans les zones côtières d'Obok. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Warsamadiri, a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur Larry André, accompagné de la chef adjointe de la mission, Andrea Tomaszewicz, et du représentant de l'USAID à Djibouti, Lloyd Jackson. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Meike Mohamed Moussa, du conseiller technique Omar Ali et de la directrice chargée de la coopération internationale du ministère de la Santé, Noura Abdiya. Les discussions ont porté essentiellement sur la coopération sanitaire bilatérale djibouto-américaine. L'ambassadeur américain Larry André et sa délégation ont réaffirmé leur disponibilité pour le renforcement du niveau de coopération sanitaire avec le département de la Santé en vue d'appuyer les efforts du gouvernement djiboutien dans l'amélioration du système sanitaire. Et par ailleurs, le ministre de la Santé a souligné les liens fraternels solides existants entre le peuple américain et le peuple djiboutien qui entretiennent des relations de coopération excellentes. À ce titre, le ministre s'est naturellement félicité de la bonne marche des activités de terrain menées par l'USAID en matière de santé publique, notamment dans la lutte contre le paludisme. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu
En audience hier en fin de journée, l'ambassadeur de la République de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prospection de partenariat entre l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, du ministère du Travail et les instituts de formation des pays amis en vue d'en faire un pôle d'excellence en matière de formation. Les deux responsables ont évoqué ensemble les relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples amis et frères. Et lors de cette entrevue, le ministre, qui a d'abord souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et un agréable séjour à Djibouti, a ensuite évoqué les interventions actuelles du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes et le renforcement technique et technologique de l'Institut national de l'administration publique. Les deux responsables ont convenu de renforcer leurs liens dans ces deux domaines. Et le diplomate indien a quant à lui noté avec satisfaction les points de convergence, particulièrement les échanges d'idées et le partage d'expériences dans le domaine de l'emploi et de la formation entre les deux parties. Au terme de cette rencontre, il a été convenu de poursuivre et renforcer les relations de partenariat. Sport à présent, la fédération djiboutienne de handball a clôturé le championnat national de handball hier soir au complexe du lycée de Djibouti. Un match qui a opposé les deux meilleures équipes du championnat féminin, à savoir la gendarmerie nationale et l'équipe de la garde républicaine. Et à l'issue d'une rencontre riche en rebondissements et de suspense, c'est l'équipe de la gendarmerie nationale qui s'est imposée face à celle de la garde républicaine. Et c'est au bout d'un long suspense que les gendarmates ont arraché finalement la victoire face à une jeune équipe dynamique de la garde républicaine sur un score de 21-17. Une victoire à l'arraché dans la douleur, mais plus que méritée. Par ailleurs, il est à souligner que la cérémonie du championnat national de handball pour la saison 2019-2020 a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Mohamed Hassan, de la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Garad, ainsi que des hauts officiers de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine, ainsi que des membres de la fédération de handball et d'anciens joueurs. La finale masculine a été remportée par l'équipe de transit d'Ita face à l'équipe de Lassa Télécom sur un score de 17-19. La soirée s'est clôturée par des remises de trophées aux différentes catégories des équipes gagnantes du championnat national de handball. Aujourd'hui, on a eu deux matchs. Un match masculin qui opposait l'équipe de Télécom à l'équipe de Dita et un match féminin qui opposait la garde républicaine à la gendarmerie nationale. On a eu des invités de qualité, des invités du gouvernement et du corps de l'armée djiboutienne. Alhamdulillah, la clôture s'est très bien passée. Les prix... Également dans l'actualité internationale à présent, le Kenya se prépare à un retour massif des criquets pèlerins. La Corne de l'Afrique n'en a pas fini avec les criquets pèlerins. De nouveaux essaims sont attendus en Éthiopie et en Somalie dans les prochaines semaines. Ils s'étendront ensuite au Kenya, prévient la FAO, l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture. La Corne de l'Afrique voyait à peine le bout de la pire invasion de criquets enregistrée depuis 70 ans, qu'elle doit déjà en affronter une nouvelle. Les milliards de criquets qui ont envahi la région cette année, ravageant des dizaines de milliers d'hectares de cultures, se sont reproduits. La menace a déjà été aperçue au Yémen et au nord-est de l'Éthiopie. Et d'ici la fin du mois d'octobre, ils auront envahi l'est de l'Éthiopie et le centre de la Somalie. Ensuite, c'est le nord du Kenya qui sera frappé à nouveau au mois de novembre. Cette nouvelle vague est favorisée par les vents importants venus du Yémen qui s'étendent sur la Corne de l'Afrique, emportant ces épais nuages sombres de milliards de criquets pèlerins.
La FAO tire à nouveau la sonnette d'alarme car l'invasion exceptionnelle de criquets enregistrée cette année a déjà détruit des milliers d'hectares de cultures et de pâturages dans la Corne de l'Afrique, entraînant une crise alimentaire dramatique. Et enfin, concernant la pandémie du coronavirus, l'OMS s'oppose à l'immunité collective. L'OMS a jugé hier inenvisageable de laisser le Covid-19, dont le taux de létalité est plus élevé que celui de la grippe, circuler librement pour que la population accède, comme certains l'ont suggéré, à l'immunité collective. Et pour l'OMS, la libre circulation de la Covid-19 n'est pas une option envisageable dans le but d'atteindre l'immunité collective. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus d'1 million de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Selon l'OMS, qui cite diverses études épidémiologiques, son taux de létalité s'élève à environ 0,6%. Il a également expliqué que le monde n'en sait pas assez sur l'immunité dont jouissent les personnes qui ont contracté le Covid-19, en soulignant que certains individus ont nouvellement été infectés. Aucun vaccin contre la Covid-19 n'a été approuvé dans le monde, mais plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont lancé des essais cliniques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.